Perdure dans le temps, là, contrairement à la psychose toxique qu'on voit souvent aussi, mais qui a tendance à se résorber avec l'arrêt de la substance. Là. Il y a des signes qui sont visibles. Souvent, la personne est désorganisée, la chambre est dans le désordre, il y a des difficultés à dormir. Souvent, ils sont virés à l'envers, ils dorment le jour, ils sont réveillés la nuit. Il y a une diminution de l'hygiène. Des fois, le contact visuel peut être difficile. Souvent, ils vont éviter notre regard. On va voir aussi qu'il peut y avoir présence d'hallucinations auditives, visuelles, des propos incohérents plusieurs fois. Il faut prendre le temps, il faut créer un bon lien de confiance, puis amener les gens justement aussi à identifier ça, parce que nous, on le sait que c'est pas vrai, on le sait que on le sait qu'ils ont peur de quelque chose, on sait qu'ils voient quelque chose, puis c'est d'aider ces gens-là à dire, écoute, je pense qu'on peut vous aider à diminuer ces symptômes-là. Je pense que je peux t'aider à fonctionner. Dans la réalité, je pense que si tu nous laisses t'aider, tu vas pouvoir avoir un meilleur logement, tu vas pouvoir avoir des meilleures conditions de vie. Si, exemple, ça se passe dans une de mes ressources et que je connais le client, bien, je vais utiliser mon lien de confiance pour intervenir avec lui. Donc, je vais y aller doucement. Je vais vérifier aussi s'il a bien pris sa médication dans les derniers temps. Je vais faire beaucoup d'observations en premier. Je ne confronterai pas le client dans ses délires, ça c'est certain, pour ne pas le désorganiser davantage. Et ce que je ferais, c'est que je communiquerai avec le psychiatre ou en tout cas, du moins, l'équipe traitante de l'hôpital. Peut-être une grille d'évaluation des symptômes possibles pourrait être faite. Ça donnerait les grandes lignes, peut-être aux gens qui savent moins c'est quoi une psychose. D'avoir une bonne collaboration avec le système de la santé comme on a, pour nous au CAPJ, c'est ultra important, là, la collabo. Puis la formation continue, c'est vraiment quelque chose qu'on prend au sérieux puis qu'on est content que justement le CIS partage avec nous. Fait qu'on continue d'être bien formé, bien épaulé, d'avoir des portes d'accès pour justement quand on crée ces super liens-là avec des gens, bien, avoir quelqu'un qui nous ouvre la porte pour pouvoir avoir une consulte rapidement puis que les gens se sentent écoutés et pas jugés. Là. Ça serait bien que les gens qui ont un problème de santé mentale viennent avec leur intervenant visiter la ressource ici pour voir un peu comment c'est fait, pour vraiment dédramatiser l'hébergement de crise, puis voir aussi que c'est possible pour eux de venir en hébergement. Parce que c'est souvent traumatisant pour les gens, quand ils font une psychose, de se retrouver à l'hôpital. Est-ce qu'on débute tout... Ah, non. Donc, moi, c'est Fanny Nadeau, psychiatre en Beauce. Sans plus tarder, on a été mandaté pour vous présenter les bases de la psychose. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par une définition assez standard, comme celle que Dr. Baki a fait tantôt. On va parler des différentes maladies qui causent la psychose, quels sont les symptômes qu'on va retrouver dans un épisode psychotique aigu, le modèle stress-vulnérabilité, l'évolution de la psychose, puis aussi l'évolution après un premier épisode, à quoi on peut s'attendre, les différentes pathologies qui vont souvent être aussi retrouvées avec les troubles psychotiques, les conséquences de la psychose, puis les principes de soins et de dépistage précoce. Donc, la psychose, c'est un trouble du cerveau qui amène une perte de contact avec la réalité. On peut observer des changements au niveau des perceptions, comme des hallucinations auditives, visuelles, des pensées, des idées délirantes, que ça peut être persécutoire ou d'autres natures, un discours qui va être incohérent, des émotions rapidement changeantes ou pas adaptées aux propos, des comportements bizarres. Les chances, si on met toutes les causes de psychose confondues ensemble, les chances que quelqu'un dans la population générale fasse un épisode psychotique dans sa vie va être autour de 3,5 %. Ça débute en moyenne entre 15 et 25 ans, puis souvent un peu plus tôt chez les hommes que chez les femmes. Donc, tout comme la toux peut être retrouvé dans différentes pathologies, comme la pneumonie, le rhume, le COVID, l'insuffisance cardiaque. La psychose peut être retrouvée dans différentes pathologies aussi. Donc, c'est un symptôme. La psychose, ce n'est pas la schizophrénie nécessairement. J'ai mis ici quelques pathologies qui vont causer de la psychose. En gros, sont celles qui sont plus susceptibles de
qu'on est plus susceptible de rencontrer dans nos cliniques de jeunes épisodes parce qu'ils vont donner un premier épisode au début de l'âge adulte, l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, à gauche, la schizophrénie, le trouble schizophréniforme qui est dans le fond une psychose sans dysfonctionnement sur une longue période qui a précédé. Le trouble délirant qu'on va retrouver plus chez les gens d'âge quarantaine, cinquantaine. Et à droite, il y a les troubles de l'humeur. Donc, principalement la maladie bipolaire qu'on va retrouver chez nos jeunes PEP. La maladie bipolaire, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une maladie qui va être caractérisée par des épisodes de l'humeur. Donc, les gens vont ne pas avoir de symptômes nécessairement entre les épisodes. Ils vont avoir des épisodes de manie et de dépression. Une manie, c'est une période soutenue de quelques semaines d'élévation de l'énergie, de l'humeur, moins besoin de dormir, on parle beaucoup, on s'investit dans des activités. Et pendant les manies, il peut y avoir des symptômes psychotiques associés qui vont être très difficiles à différencier d'une psychose donnée par la schizophrénie, par exemple. La dépression psychotique, on peut la retrouver dans la maladie bipolaire, mais en gros, c'est des gens qui vont développer des symptômes psychotiques à l'intérieur d'une dépression et que quand la dépression rentre dans l'ordre, des symptômes psychotiques aussi. Le trouble schizoaffectif va être comme un mélange de la schizophrénie et de la maladie bipolaire. On peut retrouver la psychose dans différentes conditions médicales comme l'épilepsie, l'encéphalite herpétique. C'est rare chez les jeunes qu'une condition médicale va donner de la psychose, mais c'est toujours à garder en tête comme cause. On peut en retrouver dans la démence avancée, dans le délirium, surtout chez les personnes âgées. Le trouble psychotique causé par la drogue va être aussi maintenant une cause fréquente de premier épisode. On peut retrouver des idéations persécutoires brèves en situation de stress chez les gens qui souffrent de troubles de personnalité limite aussi. Donc, si j'essaie de schématiser un petit peu la différence entre la schizophrénie et la maladie bipolaire, dans la ligne rouge, c'est les symptômes psychotiques. Donc, on voit que quand ça monte au-dessus de la ligne de base, c'est qu'il y a des symptômes psychotiques. Puis en bas, c'est la ligne de l'humeur. Donc, quand la courbe va vers le haut, c'est une manie, vers le bas, une dépression, puis l'humeur est normale quand la ligne est droite. Donc, dans la schizophrénie, après un premier épisode psychotique, s'il n'y avait pas de traitement, on s'attendrait à des symptômes psychotiques chroniques. La ligne rouge ne revient pas à la ligne de base, et ce, indépendamment de l'humeur. Il peut y avoir des dépressions à travers, mais globalement, ce qui va perdurer dans le temps, ça va être les symptômes psychotiques. Et dans la maladie bipolaire, j'ai essayé de schématiser un peu ici la présentation classique avec laquelle les jeunes bipolaires vont arriver sous nos soins. Ils vont arriver dans le cadre d'une manie psychotique. Donc, on voit la courbe de l'humeur vers le haut avec les symptômes psychotiques qui sont associés. Et suivant la manie, donc le 1, souvent, il va y avoir un épisode dépressif et pendant cet épisode dépressif-là, les symptômes psychotiques vont rentrer dans l'ordre et ne vont pas récidiver à moins d'un autre épisode de manie ou de dépression. C'est quand même 50 à 70 % des manies qui sont psychotiques et comme je disais, c'est des psychoses qui sont très difficiles à différencier d'une psychose donnée par la schizophrénie. Donc, les troubles psychotiques causés par la drogue vont se présenter par des hallucinations ou des idées délirantes qui vont débuter après l'intoxication et qui vont se résoudre en moins de 4 semaines d'abstinence. Donc, ici, à droite, on voit la ligne d'en bas, quelqu'un qui consomme, qui s'intoxique et qui arrête, qui demeure abstinent ensuite. Donc, les symptômes de psychose ont 1 mois pour rentrer dans l'ordre, sans quoi on va juger que c'était probablement pas juste causé par la drogue, mais qu'il pouvait y avoir une maladie psychotique en dessous de ça. J'ai mis en bas les substances psychogènes les plus impliquées dans le trouble psychotique induit. Et puis, j'ai essayé de les mettre en ordre d'importance. Les stimulants vont être les plus psychogènes, donc les plus susceptibles de causer des psychoses de par leur action sur la dopamine, donc méthamphétamine, amphétamine, MDMA, cocaïne. En bas, on a le cannabis qui peut aussi donner des psychoses et souvent, ça va être proportionnel à la concentration de THC, qui est la substance psychogène dans le cannabis. Donc, les perturbateurs en dessous, LSD, psilocybine, sont plus dépendants de la sérotonine. Si on compare l'épidémiologie par pathologie, tant dans la maladie bipolaire que dans la schizophrénie, les hommes et les femmes vont être atteints dans une proportion similaire. Schizophrénie, 1 % de la population générale. Ceux qui ont un parent atteint ont 12 % de chances environ d'être atteints de la schizophrénie. 2 parents atteints, ça monte à 40 %. Âge moyen d'apparition, 18 à 25 ans pour les hommes, 25 à 35 chez les femmes. Donc, comme je disais, plus tardivement un peu chez les femmes.
Risque de suicide à vie, 10 à 13 selon le Kaplan, 5 à 6 selon le DSM. Ça dépend des données, mais ça doit être plus autour de 10 Maladie bipolaire, si on les met tous ensemble, c'est 1 à 2 de la population générale. Un parent atteint, les risques d'en être atteint vont être autour de 15 à 20 et à 2 parents, ça monte à 60-70 Donc, l'implication génétique dans la cause de la maladie va être plus importante pour la maladie bipolaire que la schizophrénie. Âge moyen d'apparition, 18 à mi-vingtaine, risque de suicide à vie qui est quand même assez important, on parle de 17 à 20 et souvent, il va y avoir quelques dépressions avant le premier épisode maniaque qui va amener le patient sous nos soins. Troubles psychotiques induits, si on regarde les chiffres du DSM-5, c'est autour de 7 à 25 des premiers épisodes qui seraient causés par la drogue. On sait qu'il y a une plus grosse proportion de jeunes qui vont faire un premier épisode qui consomment, c'est autour de 60 Mais je pense que les chiffres du DSM, ce qu'ils essaient de refléter, c'est le pourcentage de ceux qui ne seront plus psychotiques s'ils demeurent abstinents. Maintenant, si on regarde un petit peu quel type de symptômes on peut vivre dans un trouble psychotique, il y a la classe des symptômes positifs. Pas parce que c'est des symptômes qui sont positifs en soi, mais plutôt parce que c'est des symptômes qui s'ajoutent, qui s'additionnent à la réalité. En contrepartie, il y a aussi les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs, c'est les symptômes qui se retirent de la réalité. Et il y a aussi les symptômes cognitifs. Chaque personne qui compose avec un trouble psychotique peut vivre une combinaison différente de ces symptômes-là. Si on regarde les symptômes positifs, il y a les hallucinations. Les hallucinations, c'est une perception sensorielle en l'absence de stimuli réels. Donc, tous les sens peuvent être impliqués. La personne peut voir, entendre des voix, sentir des mauvaises odeurs, goûter, avoir des mauvais goûts dans la bouche ou même ressentir sur son corps des sensations que les autres ne perçoivent pas. La personne les ressent, mais elles n'existent pas dans la réalité. Et ça peut prendre vraiment toute forme selon les sens impliqués. Par la suite, il y a les idées délirantes. Donc, un délire, c'est une fausse croyance. C'est une croyance qui est erronée, non réductible par la logique. Ça veut dire qu'on peut donner des arguments, on peut essayer de voir les pour et les contre, différents angles à la discussion. Il n'y a rien à faire, la personne va être convaincue à 100% de sa croyance. C'est comme si le cerveau essaie de trouver des explications aux phénomènes que la personne perçoit. Elle va sauter aux conclusions, faire des biais d'attribution à d'autres personnes. Il y a plusieurs types d'idées délirantes. Donc, souvent, on a les idées délirantes de type paranoïde, persécutoire. Donc, une personne va avoir l'impression qu'il y a un complot contre elle, que sa vie peut être en danger. Il peut y avoir aussi des idées délirantes de référence, comme si tous les événements, les objets ou les autres personnes de l'environnement immédiat de la personne ont une signification particulière ou inhabituelle. Il peut y avoir aussi le délire de culpabilité. La personne va avoir l'impression d'avoir commis une grave faute ou d'être responsable du sort du monde. Il peut y avoir des délires mystiques en lien avec la religion, des délires de contrôle, avoir l'impression d'être contrôlé par des forces extérieures ou même des délires de grandeur, d'être investi d'une grande mission, d'avoir une super intelligence puis d'avoir des pouvoirs spéciaux. Toujours dans les symptômes positifs, c'est-à-dire qui s'ajoutent à la réalité. Il peut y avoir la pensée désorganisée. C'est comme si les pensées deviennent confuses, incohérentes, pas claires. C'est difficile pour la personne d'organiser sa pensée et de l'exprimer. C'est difficile pour l'autre qui essaie de la comprendre. On va avoir l'impression que les liens entre les idées sont relâchés. Il y a comme des blocages. La personne peut faire aussi du coq à l'âne. Encore dans nos symptômes positifs, il y a les comportements désorganisés. Une personne dans un état psychotique peut être agitée, peut agir avec imprévisibilité. On peut la voir parler seule ou parler à ses voix en réponse. C'est ce qu'on appelle la soliloquie. Il peut y avoir aussi un comportement étrange, une attitude méfiante. Il peut y avoir des changements aussi dans le cycle éveil-sommeil. Dormir un peu plus le jour, moins bien dormir la nuit, être plus actif la nuit.
Puis on peut les voir aussi là, investir beaucoup de temps et d'énergie dans certaines activités qui sont en lien avec le thème délirant ou dans des activités stériles qui nous semblent sans but. Maintenant, si on regarde les symptômes négatifs, donc c'est les symptômes qui se retirent de la réalité. Ça veut dire qu'il y a une absence de comportement attendu, il y a une diminution des aptitudes usuelles auxquelles on s'attendrait. Donc, au niveau de la sphère émotive, de l'expressivité des émotions, c'est ce qu'on veut dire par l'affect. L'affect, c'est la mesure de l'humeur dans le moment présent. C'est comme si l'affect est inapproprié, il est diminué, il est émoussé, même par moments, il n'existe pas, il est plat, il est flat. On le voit parce que la physionomie, le regard, l'intonation de la voix expriment plus de nuances émotives. La personne peut vivre aussi de l'aboulie ou de l'apathie qui se traduit par un manque d'énergie, un manque d'intérêt à faire des tâches, une négligence de l'hygiène, puis aussi un manque de persistance à l'effort, une persistance dans l'activation. On voit aussi la logique qui est vraiment une pauvreté du discours, autant dans la production et également dans la vitesse. Donc, il peut y avoir aussi des délais de réponse. On pose une question, la personne semble prendre beaucoup de temps pour réfléchir, puis après donne des courtes réponses. Par la suite, il y a l'anédonie, la socialité. C'est comme une perte de plaisir de socialiser. La personne n'est pas intéressée à faire des activités qui peuvent paraître agréables ou de détente. Il y a également aussi l'anosognosie, qui est vraiment un mot compliqué là, pour dire là, une incapacité à reconnaître la présence de la maladie, une incapacité à reconnaître qu'il y a une problématique, qu'il y a des symptômes. On parle aussi d'autocritique. La personne dans un état psychotique peut avoir des symptômes cognitifs. Souvent, la psychose va entraîner une altération de l'attention, de la concentration, puis aussi de la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme. C'est difficile pour la personne de réfléchir. Il y a aussi toute la sphère des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est toutes les fonctions qui nous permettent d'organiser, planifier. Quand on a des problèmes, trouver des solutions. Ensuite de ça, de pouvoir commencer, initier à faire des actions, puis par moment, de s'arrêter, de s'inhiber. Donc, il peut y avoir une problématique dans toutes ces fonctions exécutives qui vont amener la personne à avoir un manque de discernement, de jugement. La vitesse de traitement de l'information peut être diminuée. C'est au ralenti, réfléchir. Et également la cognition sociale, qui est un terme large qui signifie là, d'avoir conscience des états mentaux d'autrui et des autres. Ça touche l'expression des émotions, ça touche la perception des autres, ça touche les interactions sociales et également la tendance à attribuer aux autres, aux conséquences, aux événements de la vie, au hasard, les conséquences positives ou négatives des événements vécus. Donc, ça peut vraiment avoir un impact sur l'activité de vie quotidienne des personnes et également l'interaction sociale. Comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs pathologies qui peuvent amener des symptômes psychotiques. Je voulais vous donner là, un point de vue, là, surtout au niveau de la schizophrénie, parce que c'est le diagnostic qu'on va voir le plus fréquemment là, dans les cliniques de premier épisode psychotique. Donc, comme je vous ai parlé, il y a manifestation de symptômes positifs, il peut y avoir des symptômes négatifs, des symptômes cognitifs, mais quand on vit avec des hallucinations, quand on a des idées délirantes, il est clair que ça va affecter également l'humeur. Et la personne peut avoir des symptômes dépressifs, une grande anxiété, de l'irritabilité. Souvent, les proches vont voir qu'il y a des changements au niveau de l'humeur quand il y a une présence de symptômes psychotiques. Sans trop alourdir la présentation, on vous a mis les critères diagnostiques de la schizophrénie. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend au moins 2 symptômes psychotiques qui perdurent pendant une période d'au moins 1 mois et que dans ces 2 symptômes, il faut que ça soit une idée délirante, des hallucinations, une désorganisation du discours. Ces symptômes doivent également amener un dysfonctionnement
une problématique de fonctionnement et il doit y avoir des signes permanents de perturbation qui durent au moins pendant 6 mois. Évidemment, on élimine la possibilité que ça soit induit par substance, la possibilité que ça soit en lien avec une autre maladie physique ou mentale. Pourquoi on développe la schizophrénie? Dr. Baki en a brièvement parlé tout à l'heure, en début, en introduction. En fait, à la base, il y a présence d'une vulnérabilité neuropsychologique. Je vais vous les définir un petit peu plus loin. Cette vulnérabilité psychologique est présente et couplée, ajoutée à un stresseur biologique ou socio-environnementaux, la psychose va se manifester. La psychose va se manifester avec les symptômes positifs, négatifs et cognitifs qu'on vient tout juste d'aborder. Mais c'est quoi ça, la vulnérabilité neuropsychologique? En fait, c'est que ça implique plusieurs gènes. Il y a plusieurs gènes impliqués dans l'irritabilité de la psychose. Il y a aussi la présence d'antécédents familiaux. Ma collègue en a parlé tout à l'heure. Plus un membre d'une famille est proche génétiquement d'une personne atteinte de la schizophrénie, plus grand sera son risque alors de développer ou de souffrir la schizophrénie. Il y a aussi des anomalies structurelles au niveau du cerveau qui vont toucher les parties du système limbique, du système du cortex préfrontal, du lobe temporal. C'est une question aussi d'anomalies de neurotransmetteurs qui sont des molécules chimiques qui nous permettent de communiquer entre nos neurones. La dopamine, sérotonine, glutamate sont impliqués. La dopamine a retenu beaucoup l'attention dans l'explication de la schizophrénie. D'ailleurs, nos médicaments qu'on utilise, les antipsychotiques, là, viennent jouer sur les récepteurs dopaminergiques et leur transmission. Donc, il y a plusieurs voies dopaminergiques qui sont impliquées. Il y a la voie mésolimbique qui, elle, est associée à la mémoire, au comportement émotionnel. Puis, il y a aussi la voie mésocorticale qui, elle, va être associée à la cognition, à la motivation. Donc, je passe plus rapidement ici. Donc, une activation où il y a beaucoup d'activités dopaminergiques dans la voie mésolimbique va amener des symptômes positifs qu'on a discuté tout à l'heure et une hypoactivation, donc une activation diminuée de la dopamine dans la voie mésocorticale va amener des symptômes négatifs et également des symptômes cognitifs. Pour ce qui est des stresseurs, c'est quoi les stresseurs qui peuvent être en jeu? En fait, il y a des stresseurs biologiques, mais il y a aussi des stresseurs socio-environnementaux. En fait, pour les stresseurs socio-environnementaux, c'est tout événement qui peut provoquer un stress important. C'est une maladie qui se développe à la fin de l'adolescence, au début de la période jeune adulte. Donc, c'est vraiment des stresseurs dans cette période-là, des transitions de vie. Faire un passage du secondaire au cégep, trouver un premier travail, déménager dans son premier appartement. Ça peut être aussi une rupture amoureuse, le deuil d'un proche, la pression de performance que les jeunes peuvent avoir aux études, au travail, allier les deux, avoir un faible soutien social, être un immigrant également, puis de vivre en ville peut également favoriser, être un stresseur pour l'arrivée de la psychose. Les stresseurs peuvent être aussi biologiques, on en a parlé tout à l'heure. Il peut y avoir l'effet de la drogue sur le cerveau. Puis, il peut y avoir aussi d'autres stresseurs biologiques, comme par exemple les complications obstétricales, donc du diabète de grossesse, la prééclampsie, des complications à la naissance qui peuvent amener une diminution là, de l'oxygène dans le cerveau. Je reviens à mon modèle vulnérabilité-stress. Donc, une vulnérabilité neuropsychologique présente, couplée de stresseurs, soit biologiques et ou socio-environnementaux, on arrive à déclencher la psychose. Nous, on va vouloir travailler pour améliorer les facteurs protecteurs, les facteurs de protection dans le but d'en arriver à avoir une rémission puis d'amener un rétablissement de la psychose. Il faut comprendre que dans ce modèle, nos facteurs protecteurs vont nous aider à diminuer les rechutes, diminuer la psychose
qui, à leur tour, peuvent avoir aussi un impact sur la vulnérabilité neuropsychologique et également le maintien ou non des stresseurs biologiques ou socio-environnementaux. Il faut voir le modèle en mouvement et on a une action à faire pour pouvoir favoriser la rémission et aider nos jeunes. Souvent, une des questions qu'on va avoir par les proches, puis des fois par le patient lui-même, c'est ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la maladie que j'ai? Comment ça va se passer après mon premier épisode? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais en faire d'autres? La réponse, c'est on ne le sait pas. C'est une réponse un peu frustrante, mais c'est parce que un des facteurs les plus importants qui va nous permettre de prédire l'évolution après un premier épisode psychotique, c'est la maladie qui a causé le premier épisode psychotique. Et pour être capable de diagnostiquer la maladie, des fois, ça prend du temps parce qu'il faut voir l'évolution après le premier épisode. Donc, je vous donne un exemple. Dans l'axe en bas horizontal, c'est le temps qui passe, puis les lignes représentent les symptômes psychotiques, donc les courbes vers le haut. Dans les trois cas, on a un premier épisode psychotique. Le premier pourrait être, par exemple, une schématisation d'une schizophrénie, quelqu'un qui a un premier épisode psychotique, mais qui conserve des symptômes un peu chroniques après ou qui va faire des récidives en arrêtant sa médication. Le deuxième, ça peut être quelqu'un qui fait une psychose induite par la drogue et qui reste abstinent et qui ne refait jamais de psychose. Mais aussi, même quelqu'un qui demeure abstinent peut faire une autre psychose après, puis qu'on se rend compte que finalement, il y avait aussi un trouble psychotique sous-jacent qui a été déclenché par la drogue initialement, mais qui était présent. Et le troisième en bas, ça peut être l'exemple d'une maladie bipolaire, quelqu'un qui fait une manie psychotique et qui n'en refera pas avant quelques années et qui, entre les deux, n'aura pas de symptômes psychotiques. Je peux changer. Ici, on va parler plus de l'évolution de la schizophrénie. C'est ce qui est schématisé ici. Il va y avoir une phase prémorbide où la personne n'aura essentiellement pas de symptômes. Il peut y avoir déjà des petits déficits qu'on remarque, par exemple, au niveau social, la capacité à lire les intentions d'autrui, les expressions de l'autre, des petits déficits cognitifs déjà qui peuvent s'installer. Dans la phase prodromique, donc juste avant le premier épisode, on peut voir une diminution de fonctionnement, des symptômes psychotiques atténués, comme à la place d'entendre des voix, ça va être comme des murmures. Ils vont dire, je ne suis pas trop capable de dire c'est quoi qui se dit, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Bon, on peut voir ça juste avant le premier épisode. Ensuite, dans le centre, on voit la phase psychotique et pendant cette phase-là, c'est tout ce qu'on voit, délire, hallucination, désorganisation, c'est des symptômes florides et on ne porte pas attention au reste. Mais une fois que ça, c'est traité, on tombe dans la phase stable et c'est là qu'on va voir émerger des symptômes négatifs. Et c'est surtout des symptômes négatifs que va dépendre la reprise fonctionnelle. Parce que même plus que des hallucinations du délire qui peuvent rester, parce que pour avoir un travail, pour aller en chercher un, ça prend de l'initiative, ça prend de la motivation. Pour reprendre des relations sociales, ça prend un désir de socialiser. Et ça, c'est des choses qui peuvent être absentes quand les symptômes négatifs émergent. Et il va y avoir des degrés variables après une psychose, la capacité à réaliser que c'était de la psychose, puis que finalement c'était du délire, puis que c'était des voix, que c'était pas vrai ce qu'on entendait, et d'hallucinations et d'idées délirantes. Donc, ici, on a un exemple de différents degrés de reprise d'autocritique et d'idées délirantes. De reprise d'autocritique puis d'idées délirantes résiduelles après une première psychose. Par exemple, quelqu'un qui était convaincu que son voisin l'espionnait puis mettait des caméras chez lui peut reprendre une autocritique complète avec absence de délire. Ça serait un exemple de « mon voisin ne m'espionne pas ». Et non seulement il ne m'espionne pas, mais il ne m'a jamais espionné. Dans le fond, c'était du délire. Autocritique partielle, absence de délire. Mon voisin ne m'espionne plus, mais je pense qu'il m'a espionné pour vrai. Je ne suis pas convaincue, mais je pense. Autocritique nulle, sans délire actif. Mon voisin m'a espionné pour vrai, mais là, il ne le fait plus. Autocritique nulle et délire actif, c'est ce qu'on n'espère pas. Mon voisin m'espionne encore, puis en plus, il installe encore des nouvelles caméras chez nous. Et des fois, après plusieurs épisodes, on va se ramasser dans cette catégorie-là. Et la seule chose que les antipsychotiques vont être capables de faire parfois, c'est de changer le degré avec lequel ça va déranger la personne, puis l'énergie qu'il va mettre là-dedans. Dans le cas où les antipsychotiques ne font rien, dans le pire des cas, ça serait non seulement il fait encore, mais ça me dérange, puis je vais aller le confronter. Si les antipsychotiques ont une petite action, on va dire, ben bon, ça arrive encore, mais je le laisse faire, c'est lui le pire, tant pis. Moi, je vais faire autre chose.
Différents degrés de reprise d'autocritique et d'hallucinations résiduelles. Donc, par exemple, quelqu'un qui avait des hallucinations auditives peut reprendre une autocritique complète puis une absence d'hallucination. Je pensais que j'entendais mon voisin me parler à travers le mur, mais c'était juste des voix, dans le fond, c'était ma maladie, c'était pas lui pour vrai. Autocritique complète, mais présence d'hallucinations. Donc, j'entends encore des voix. Pouvez-vous augmenter ma médication? Je sais que c'est ma maladie qui cause ça, que c'est pas vraiment mon voisin, ça me dérange, on peut-tu le traiter? Autocritique partielle, absence d'hallucination. Je pense que mon voisin parlait de moi. Je me demande si c'était vrai, je ne suis pas sûre, mais là, il ne fait plus. Autocritique nulle, absence d'hallucination. Mon voisin m'a écœuré pour vrai, mais là, je ne l'entends plus. Il a dû se rendre compte que je n'avais rien fait, puis il a arrêté. Ou autocritique nulle et présence d'hallucination. Il continue de parler de moi, il ne me lâche pas. Après un premier épisode, on va souvent se ramasser dans une des 3 premières catégories. C'est avec les épisodes répétés que les gens vont perdre de plus en plus la capacité à réaliser que ce n'était pas vrai et qu'ils vont garder des symptômes résiduels. C'est ça qu'on essaie de prévenir, entre autres. Donc, les conséquences d'un trouble psychotique, ça diminue les chances d'avoir un bon travail et par conséquent, un bon revenu, un bon logement. Il y a plus d'itinérance, des relations satisfaisantes. On peut comprendre quand ils sont très envahis par leur délire, ils ne parlent que de ça. Puis, une bonne santé. Il y a même une diminution d'espérance de vie qui est associée à la schizophrénie, qui est beaucoup en lien avec les maladies cardiovasculaires parce que souvent, il va y avoir beaucoup de consommation de tabac, mais aussi d'une prise de poids avec la médication. Quelque chose qu'on essaie de contrer maintenant qu'on en est plus conscient là, dans les dernières années. Ça augmente aussi les risques d'agresser un trouble psychotique, mais aussi surtout d'être victime d'agression, entre autres probablement médiée par l'itinérance, puis d'être incarcéré. Une diapositive sur la psychose et la violence, je vais passer vite parce qu'on va manquer de temps, mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette diapositive-là, c'est que oui, un premier épisode psychotique, ça met à risque d'agressivité, de haut risque d'agressivité verbale contre les objets, mais de faible risque d'agressivité contre les autres, et que la médication, le traitement, dans le fond, diminue beaucoup ce risque-là. Il faut changer. Différentes pathologies qui sont associées à la schizophrénie, le trouble d'utilisation de substances, donc autour de 45 ça, on parle alcool et cannabis les plus fréquents, simplement parce que c'est les plus fréquents aussi dans la population générale. Troubles anxieux, 50 troubles de stress post-traumatique aussi, quoique je n'ai pas de chiffres. Dans les premiers épisodes psychotiques, on parlait de consommation de substances autour de 60 là, c'est des chiffres que j'ai donnés pour la schizophrénie. Et associé à un premier épisode plus spécifiquement, on va retrouver 25 de dépression qui va souvent survenir après l'épisode. Et l'enjeu va être de distinguer ces symptômes dépressifs-là de symptômes négatifs en émergence parce que perte d'initiative, de motivation, de désir de socialiser, c'est des choses qui se recoupent dans les symptômes négatifs et la dépression. Et il y a un intérêt à traiter la dépression pour améliorer la reprise fonctionnelle. Donc, il faut être allumé là-dessus. Puis 50 de symptômes dépressifs qui ne vont pas atteindre l'intensité d'un épisode dépressif majeur. Donc, les conséquences de la psychose sont quand même sont très importantes, d'où la nécessité de faire un dépistage précoce. Pourquoi faire un dépistage précoce? En fait, c'est pour diminuer les conséquences de la maladie pour les patients, pour les personnes, mais aussi pour leur famille, pour diminuer la durée de la maladie non traitée, puis également diminuer le nombre d'hospitalisations et la perte des rôles sociaux. Dans cette diapositive, en fait, c'est un graphique que vous avez vu à quelques reprises sous différentes formes au cours de la présentation depuis ce matin. Notre objectif, c'est vraiment de venir travailler, de venir détecter la psychose pour pouvoir la traiter dès les premiers signes, dès le premier épisode psychotique, afin d'éviter les rechutes et la diminution du fonctionnement. Vous voyez ici dans le graphique, là, c'est le niveau de fonctionnement. Et avec les rechutes répétées, à ce moment-là, il y a un état de chronicisation qui s'installe et le fonctionnement est moindre. De pouvoir traiter dès le premier épisode, c'est dans le but d'éviter les rechutes et de favoriser un meilleur fonctionnement. Le meilleur prédicteur de l'évolution,
de la personne qui vit un premier épisode psychotique, c'est la durée des symptômes psychotiques qui va être présente pendant les 2 premières années de la maladie. Plus la première psychose est longue, plus élevés sont les risques de développer des symptômes négatifs qui sont persistants. Et plus la personne a des rechutes, plus difficile de le traiter, la réponse au traitement va diminuer. Dans le même ordre d'idées, la durée de la rémission des symptômes explique la plus grande partie de la variation observée dans la capacité fonctionnelle du patient à 1 an et à 2 ans après l'hospitalisation pour le traitement d'un premier épisode psychotique. Il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent jouer sur la capacité fonctionnelle, comme l'âge au moment de l'apparition des symptômes, le niveau du fonctionnement prémorbide, c'est-à-dire avant l'installation de la maladie, la présence de toxicomanie, puis également des troubles cognitifs comme des problèmes au niveau de la mémoire. C'est essentiel de traiter. On veut avoir un impact sur le fonctionnement, on veut aider la personne souffre. Pour le traitement, c'est le traitement pharmacologique qui est très important, il est essentiel. Notre objectif, c'est de diminuer les symptômes positifs, négatifs, cognitifs et également affectifs. Il y a plusieurs neurotransmetteurs qui sont impliqués. On veut rétablir l'équilibre des neurotransmetteurs perturbés. On va agir sur les récepteurs principalement dopaminergiques et sérotoninergiques. On veut toujours viser la plus petite dose efficace pour minimiser les effets secondaires, minimiser leur impact et également favoriser l'observance pharmacologique. La médication, il faut savoir qu'on peut la donner par la bouche, puis on peut aussi la donner par injection. Est-ce que c'est efficace, la médication? Oui, c'est efficace. Les antipsychotiques vont aider. 50% des patients dans les premiers mois vont connaître une diminution des symptômes, voire même leur rémission, leur résolution. Ça va être le cas aussi pour 75% des patients après 6 mois, puis 80% après 1 an. Mais il y a un enjeu important. L'enjeu, c'est de prendre la médication. L'adhésion au traitement peut être difficile. Il faut savoir que 25% de nos patients vont prendre leurs médicaments une fois de temps en temps. 50% ne la prennent plus après 1 an et 75% la cessent après 2 ans. C'est pourtant le facteur principal de rechute et de réhospitalisation, l'arrêt de la médication. Donc, dans l'année qui suit un premier épisode psychotique, s'il y a un arrêt de médication, il y a jusqu'à 77% de risque de rechute. On tombe à 90% après 2 ans. Fait que c'est très important de favoriser l'observance pharmacologique. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au fait que les personnes ne prennent pas leur médication. Ça peut être un manque d'autocritique, c'est-à-dire de ne pas reconnaître la présence de maladie. Il peut y avoir aussi des croyances, même il y a beaucoup de stigmatisation liée à la prise d'antipsychotiques, la présence de toxicomanie. Il y a aussi notre rôle à jouer de donner des médicaments aux plus petites doses, mais aussi que ça ne soit pas compliqué. Pas de prise plusieurs fois par jour, pas de plusieurs médicaments en même temps et de surveiller les effets secondaires. Dans la phase aiguë, dans la phase aiguë, c'est quand il y a les symptômes psychotiques positifs très importants. Bien sûr, il va y avoir le traitement par la médication, comme je vous ai parlé, mais aussi il va y avoir des interventions sociales à faire, donner de l'éducation, puis faire de la psychoéducation, les informer de ce qui se passe, de c'est quoi qu'ils présentent comme symptomatologie. Favoriser l'alliance pour favoriser l'observance au traitement. Dans la phase aiguë, il y a des traitements psychologiques, on veut aider la personne, on veut diminuer les stimulations, on veut s'assurer qu'elle soit dans un milieu sécuritaire et développer l'hygiène de vie régulière. Dans la phase de traitement de stabilisation et de maintien, on va rajouter des interventions sociales, offrir beaucoup de soutien pour aider le jeune à retourner à l'école, retourner au travail, du soutien à la famille, travailler l'hygiène de vie, travailler avec les gens du réseau, travailler avec chacun de vous. Puis, on peut cibler des traitements psychologiques
de l'entraînement aux habiletés sociales, faire de la psychoéducation familiale, travailler pour augmenter nos facteurs protecteurs de notre modèle stress-vulnérabilité, la gestion de l'anxiété, les habiletés sociales. J'en reviens un peu au thème de la journée. Ici, on chillait avec nos jeunes vers leur établissement. Je n'ai pas toutes les habiletés de Dr. Roy là, dans la façon de chiller, mais l'objectif, c'est de connecter avec eux. C'est d'avoir des jeunes adultes à la maison que ça prend. C'est tout. J'en ai, moi aussi. Je reconnais votre aptitude. Donc, l'objectif, c'est de connecter avec le jeune, que ça fasse du sens pour lui, qu'il puisse non seulement dire son opinion, mais aussi prendre en main son traitement, l'équipe médicale, l'équipe du réseau avec le patient en partenariat. Donc, vraiment pour qu'il puisse avoir un rôle actif et vraiment atteindre une vie complète et significative. C'est un peu ce qu'on vise dans leur établissement, hein? On veut travailler à donner de l'espoir, à être optimiste vers le futur, leur permettre d'avoir une bonne qualité de vie pour qu'ils puissent se responsabiliser, s'assumer, avoir confiance dans la gestion de leur maladie, s'autodéterminer, réaliser des projets qui font du sens pour eux. Donc, on doit connecter avec eux pour que ça fasse du sens pour eux, les aider également à être satisfaits d'eux-mêmes et d'avoir un sentiment d'évoluer, de grandir malgré la présence de la maladie. Donc, on m'avait dit qu'il restait 5 minutes. Je pense qu'on a fait peut-être un petit peu plus rapidement que prévu, mais on voulait terminer avec ces notes positives du rétablissement et de connecter avec eux. Et j'ai le goût de dire aussi de connecter avec chaque partenaire du réseau pour qu'on puisse identifier rapidement les jeunes à risque ou en état de premier épisode psychotique pour qu'on puisse les aider. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.